Maître Eric Sosa, bonjour et bienvenue. Bonjour, Charlotte Eric. Et comment vous allez aujourd'hui? Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est toujours un plaisir et bonjour à vos téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue, Anani Sosa. Anani Soso, pardon, Sosa, Sasso, d'accord, je vais y arriver. Oui, bonjour Charlotte. Cette émission, le Bénin, donc à l'ordre du jour, la situation vécue dans ce pays ces dernières semaines, beaucoup d'interrogations et on va également soulever ces interrogations dans cette émission. 2 semaines donc après les faits, le lieutenant-colonel Pascal Tigri est sorti de son silence. Dans une déclaration exclusive, l'officier béninois livre une version qui contredit radicalement la communication officielle autour des récents événements sécuritaires survenus au Bénin. Mais qui est réellement Pascal Tigri au-delà de l'image dressée par les autorités béninoises et dans les médias? Que faut-il savoir exactement sur le personnage? J'ouvre le débat avec vous, Anani Soso. Merci Charlotte. Mais, tout d'abord, je voulais dire qu'il faut condamner avec la dernière rigueur tout ce qui est coup d'État en Afrique. L'Afrique en a tellement connu qu'il est impératif aujourd'hui pour nous d'amorcer un autre pan de notre vie politique, de notre vie économique, de notre développement. Les coups d'État n'ont jamais fait du bien à aucun pays. Donc, condamnons avec la dernière rigueur d'abord ce coup d'État. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur ce qui a été à la base de ce coup d'État, j'espère bien. Pour répondre à la question, le lieutenant-colonel Pascal Eloge Tigri, c'est un officier qui est chevronné, qui a gravi les échelons de bout en bout. On ne lui a pas donné carte blanche pour que du jour au lendemain devienne colonel. C'est quelqu'un qui s'est fait distinguer d'abord dans l'armée, par sa discipline, par sa rigueur. Et puis après, ce qui l'a encore caractérisé, c'est l'opération Mirador en 2022 contre les terroristes au niveau du parc W au nord du pays. Donc l'opération Mirador, c'est lui qui l'a commandée. Et c'est ça qui a tapé dans l'œil de Patrice Talon, qui a dit, mais ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui est chevronné. Et il l'a amené au niveau de la garde républicaine. Il est devenu un officier digne de ce nom, respecté, respectable. Et ce qui a surpris beaucoup de Béninois d'ailleurs, et beaucoup de ses camarades d'armes, c'est que c'est quelqu'un qu'on n'entend pas, pratiquement pas. Mais au niveau du commandement, il sait comment faire, il sait comment diriger les troupes. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu venir. C'est quelqu'un aussi qui est républicain dans l'âme. Un républicain dans le sens où le devoir de la démocratie qui a caractérisé le Bénin depuis le 11 décembre 1990, c'est la date où la première constitution du Bénin a été adoptée au niveau du pluralisme. C'est quelqu'un qui a été toujours respectueux des engagements pris par les généraux qui ont participé à la conférence avec Kérékou en 90. Et les généraux, rappelons-le, peut-être même pas me contredire ou pas, ou bien, ont pris des engagements que cette république-là sera respectée, cette constitution sera respectée à la lettre et que personne ne viendra modifier même un iota de cette constitution-là. Donc c'est un engagement qui avait été pris. Et je crois que Tigri, Pascal, républicain dans l'âme qu'il était, respectait ce serment pris avec Kérékou et les forces vives de la nation le 11 décembre 90 à la conférence nationale. Donc il est resté fidèle. Mais je crois que ce qui l'a fait balancer, c'est le fait qu'on puisse, par exemple, épargner certaines avis politiques qui ne souhaitaient pas pour respecter son serment, parce que les militaires, vous savez, c'est la parole d'honneur, comme on dit. Donc pour ne pas s'éloigner des engagements pris par l'armée, il était devenu un mutin. Mais c'était quelqu'un... On se rappelle encore le défilé du 1er août 2025, où il dirigeait la garde spéciale de l'armée avec son masque et puis avec sa force. Tout le monde l'a admiré, l'a applaudi. Donc c'est un officier qui est teigneux, rigoureux, qui plus est encore un intellectuel, qui a fait des études universitaires. Donc, résumé, on ne peut pas connaître quelqu'un, mais de ce qu'on connaît biographiquement de la personne, je crois que c'est quelqu'un quand même qui est respectable et je ne crois pas que ce soit un coup isolé. Un très beau parcours de cet officier, le lieutenant-colonel Pascal Tigri. Mais la question aujourd'hui, comment justement un tel officier perçu comme discret, efficace même dans son rôle, aujourd'hui a pu basculer et aujourd'hui cité comme cerveau présumé d'une tentative de coup d'État déjouée au Bénin? J'apprécie toujours les précautions que vous prenez.
insistant sur le fait qu'il est le cerveau présumé. Parce que ce coup d'État, ou ce qu'on en a su, n'a pas encore révélé tous ses secrets. Et il y en a, avec raison, qui ont même douté de l'originalité de l'interview qu'on lui prête. Parce que, étant fugitif, il est difficile que pour un officier comme lui, de son rang et de sa carrure, connaissant les rouages des services secrets, annonce qu'il est toujours dans le pays, alors que tout le monde le donne comme fugitif en dehors du pays. Donc ça peut être aussi une sorte de brouillage des cartes pour, on va dire, épaissir encore les nébuleuses autour de sa fuite. C'est une façon tout à fait digne de se protéger quand on est fugitif. Donc on ne va pas lui en faire le reproche. Mais pour ce que cette interview a supposément révélé, il y a encore énormément de choses qui restent à éclaircir. Parce que quand on dit que sa déclaration a fait mentir la communication officielle, c'est encore aller vite en besogne, c'est faire des spéculations purement politiciennes, parce qu'en réalité, on n'en sait rien. Et je ne suis pas sûr que cette interview lui soit attribuable de façon mettre sur ça, analyse, quelle analyse en fait. Mais surtout, j'aimerais qu'à la fin, vous répondiez à une question. Est-ce qu'il était quand même connu des services de sécurité comme un officier à risque ou en rupture avec son hiérarchie? Pas du tout. Il n'était pas connu comme un officier à risque, sinon on n'allait pas lui faire autant de confiance pour diriger, par exemple, l'opération Mirador contre des terroristes, et puis le ramener à la garde présidentielle, à la garde républicaine. Non, il n'était pas connu. Mais je voulais je voulais répondre un peu à Maître Sosa par rapport à son analyse. Moi, je ne vais pas me baser sur l'interview de Pascal Loge-Tigri pour faire mes analyses, mais il y a des faits qui sont là. Les faits, c'est quoi? C'est que depuis un certain temps, et juste aussi après le coup d'État raté du 7 décembre, on a constaté quand même sur l'aéroport de Tchourou, qui est au nord du pays, beaucoup de mouvements. Et ces mouvements, c'est quoi? Et ça, vous pouvez vérifier, hein. Même la presse béninoise en parle. L'effet, c'est quoi? C'est qu'on a vu des avions cargo débarquer. Un avion cargo, c'est quoi? Ça ramène des chars, ça ramène des hélicos. Premier aspect. Deuxième aspect, vous avez vu la rapidité avec laquelle la CEDEAO a répondu à l'appel de Patrice Talon. Ces rapidités doivent nous questionner, puisque ce n'est pas le premier coup d'État qui s'est passé dans la zone. Et avec la Guinée-Bissau, pourquoi la CEDEAO ne s'est pas empressée pour restaurer, par exemple, Mbalo? La force en attente était déjà en position en Guinée-Bissau depuis quelques pourquoi ça n'a pas été activé? Parce que vous avez vu que, déjà, le petit matin, les officiers sont allés à la SRTB, la Société de Radio-Télévision du Bénin, pour annoncer le coup d'État, tout le matin. Et déjà à 9h, il y avait déjà une force en attente qui a été... Parce que, vous savez, on ne peut pas, du jour au lendemain, appeler une armée à se mouvoir sur des champs d'opération. Ça se prépare. Au niveau de la logistique, au niveau humain, tout se prépare. Donc, la sérénité avec laquelle le Nigeria a répondu à l'appel du Bénin, puis la France, à travers l'Élysée qui a fait un communiqué officiel, pour répondre à cet appel, doit nous interpeller. Pourquoi ça n'a pas été fait dans d'autres endroits? Et c'est spécifiquement au Bénin. Mais simplement parce que les autres n'ont pas appelé la France et le Nigeria au secours. Mais non, nous sommes dans la CEDEAO. La CEDEAO avait condamné tous les coups d'État. On se rappelle le précédent du 23 juillet 2023 au Niger. Où on nous a dit qu'il y a une force en attente. N'est-ce pas? Cette force en attente a mis des jours avant que peut-être le Togo nous s'interpose pour dire non, on ne peut pas faire des trucs comme ça. Mais la façon avec laquelle ça s'est subitement passé, on doit s'interroger au niveau logistique, au niveau du personnel militaire. Si vous permettez, je vais terminer mon argumentaire. Je termine mon argumentaire sur ça. Parce que je parlais par exemple de l'aéroport de Tchourou, où il y a des mouvements tout le temps. Ce qui s'est passé en réalité, et nous ne voilons pas la face, disons la vérité, pour que les Africains eux-mêmes ouvrent le débat sur cet aspect. Ce qui s'est passé, c'est que le Niger, le Burkina et le Mali ont toujours accusé le Bénin d'abriter des bases arrière de l'armée française pour déstabiliser les pays de l'AES. Et les événements ont donné peut-être raison, ou bien donnent peut-être raison à l'AES, puisqu'il y a d'abord des forces françaises, des services de renseignement qui sont au Bénin. Et on nous a dit après qu'il y a une force spéciale de la Côte d'Ivoire qui est venue pour s'interposer, ou bien pour sécuriser le régime de Patrice Talon. Et tous les va-et-vient des avions
qui font qui débarquent sur l'aéroport de Tours, du matériel militaire. Et vous pouvez vérifier, ça je le dis, vous pouvez vérifier. Non, je ne le mets pas en cause. Vous pouvez vérifier. Donc, ça nous dit clairement que cette opération, comme vous avez dit que ça ressemble à un enfumage, ce n'est pas que ça ressemble, c'est un enfumage. Pour permettre peut-être à la France de venir poser ses bases encore au Bénin, en face des pays de l'AES. N'oublions pas un truc qui est important. Le Bénin fait frontière avec les 3 pays de l'AES au niveau du parc W. Le Niger, le Burkina et le Mali. C'est le pays qui est idéal pour la France, l'Est-Colon, pour pouvoir maîtriser la situation. Et mieux encore, je vais vous dire, il y a des avions qui font des navettes tous les jours au niveau du parc W. Or, quand on a un avion de renseignement au niveau du parc W, ça peut prendre des renseignements, intercepter des appels, prendre des renseignements sur des positions des pays ennemis sur plusieurs kilomètres. Pourquoi subitement on a ça? Alors qu'on a toujours accusé le Bénin d'abriter une base arrière de la France. Pourquoi? Donc ça doit nous interpeller pour qu'on sache que l'intervention rapide de la CEDEAO ne sort pas ex nihilo. L'Élysée même a confirmé qu'elle a contacté plutôt le Nigeria, et puis qui s'est mis en coordination avec Patrice Talon pour contrer ce qui s'est passé. Et Patrice Talon même nous a dit vendredi dernier beaucoup de choses qu'on doit décrypter pour savoir que c'est un véritable enfumage. Et cet enfumage-là, c'est quoi d'abord? Cet enfumage, c'est parce que Patrice Talon nous a dit qu'il y a les militaires d'Abomey et de Ouida qui étaient déjà prêts à intervenir, qui sont déjà là au niveau du camp de Tobin. Deuxième chose, il y a l'aviation française, puis l'aviation nigériane, qui ont cerné à la fois la présidente de la République et puis à la fois le camp de Tobin. Mais Patrice Talon nous a dit, quoi la dernière fois, que le fugitif qu'on cherchait s'est enfui en civil, sortant du camp. Comment est-ce possible que dans une telle situation, on puisse laisser sortir ou entrer un véhicule ou bien quelqu'un d'un camp où on sait qu'il y a des mutins qui sont retranchés? Allez savoir pourquoi. Beaucoup de questions. Maître Sosa, vous voulez rebondir? Je vous laisse y aller. En fait, non, vous savez, il n'a été un secret pour personne qu'il y a une base française au Bénin. Le président et le gouvernement béninois n'en ont jamais... Officiellement, ils n'ont jamais... Ils n'ont jamais démenti. Ils ont démenti toujours. Non, attendez. Face aux accusations, s'il vous plaît. Non, quand vous parliez tout à l'heure... Face aux accusations je vous ai laissé parler, s'il vous plaît. Non. Et du Burkina surtout, écoutez, on a toujours dit qu'il n'y a pas de base arrière française au Bénin. Je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. Non, mais c'est une évidence. Laissez-moi parler. Non, mais vous dites une évidence. Mais on a bien vu que quand le cas s'est proposé, les forces françaises sont intervenues au Bénin. Ils n'ont pas survolé la Méditerranée pour arriver au Bénin. Ils y étaient déjà. Donc ça, ce n'est pas un secret. Non, on va éviter de s'enliser dans ce genre de débat. Les Français sont au Bénin. Et ils y ont toujours été, selon vous? Écoutez, qu'ils y étaient ou pas, pour moi, n'est pas l'élément le plus important. L'élément le plus important, c'est de se dire qu'il y a un État souverain, africain, qui appelle au secours un État avec lequel il a des relations diplomatiques et militaires. Bon, là-dessus, il n'y a pas de surprise. Le président Talon avoue qu'il a appelé la France à la rescousse. Mais la célérité, non, mais attendez, ça. Non, mais attendez, célérité ou pas célérité, lui a appelé au secours et la CEDEAO et la France. Donc, la question n'est pas comparable avec ce qui s'est passé au Niger. Est-ce qu'il a appelé la CEDEAO ou bien il a appelé le Nigeria? Écoutez, non, le Nigeria est venu à la rescousse. En se revendiquant de quoi? Il est venu tout seul? Non, il est venu sous la bannière de la CEDEAO. Donc à partir de ce moment-là... Est-ce que les autres chefs d'État ont été consultés? Écoutez, là, je ne suis pas là pour faire ce débat. Ce n'est pas le problème. Le fait est... Mais le débat du jour concerne le Bénin et la mutinerie. Oui. Donc, on ne peut pas parler du Bénin... Monsieur Anani Soso, s'il vous plaît. Oui. Laissez-moi développer. D'accord? La question qui se pose est de savoir en quelle qualité ils sont venus. Ils sont venus parce que requis par le gouvernement béninois. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, où est-ce qu'ils étaient, comment ils étaient, on peut faire dessus toutes les analyses politiques, pertinentes ou pas dessus, et on va demander au gouvernement béninois pourquoi est-ce que lui, dans cette zone, accepte la présence de la France. Dire que, parce qu'il y a des forces françaises basées au Bénin, c'est nécessairement pour déstabiliser les pays de l'AES, c'est aussi une lecture politique dans laquelle je pense qu'il faut éviter de rentrer. Parce que, non, mais vous savez, on a le French bashing très facile. Non. Mais à un moment donné, il ne faut pas que ça annihile notre capacité de faire l'analyse. Moi, je ne fais pas la France J'aimerais que nous bashing. revenions Je ne fais pas de la France bashing. Moi, je suis factuel. Je pars sur des faits. Et je vous ai dit tout à l'heure, maître, je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez vérifier ce qui se passe sur l'aéroport de Tours. Merci le Bénin. Non, discuter. C'est très important ce qu'on dit ici. Parce que Patrice Talon avait dit qu'il n'y a pas un aéroport qui fait circuler des avions ou bien des forces françaises sur son territoire. Patrice Talon nous avait dit ça.
Mais on s'est rendu compte à l'évidence que ce qu'il avait dit, c'était faux. Et absolument faux. D'accord. Puisque les forces françaises ne sont pas sorties à Sédilo. Et c'est bien ce que je viens de dire. Et ils étaient là, et ils sont venus encore de la Côte d'Ivoire. Mais la question qui était pertinente... Finalement, qu'est-ce qui vous gêne? Que les Français aient sauvé l'État béninois? Non, je ne dis pas ça, j'ai condamné le coup d'État. Alors, au départ, j'ai condamné le coup d'État. Mais au-delà du coup d'État, il faut voir tout ce qui se passe. Et pourquoi cette célérité-là de la France de sauver son bon capitaine dans la sous-région? Il faut qu'on se le dise. C'est une réalité. Mais elle est là pourquoi? Question. La France est là pour ses intérêts. Ça, je ne dis Merci pas beaucoup. non. Merci beaucoup. Situation d'urgence. La CEDEAO, justement, vous l'avez évoqué. La force en attente dont on a tant parlé, ou sinon dont a tant parlé l'organisation, enfin, on l'a vu réagir et intervenir aussi rapidement. Justement, quelle appréciation faites-vous de ça, de cette intervention rapide de la CEDEAO à travers donc sa force en attente? Je pense que seul le résultat compte. Il a fallu finalement se rendre à l'évidence que les forces armées béninoises étant insuffisamment équipées pour faire face à cette situation, ont fait appel à une force armée voisine et à une force armée d'un pays qui a toujours été en relation avec elle. Donc, vous savez, les meilleurs renseignements en Afrique de l'Ouest, ce sont les Français qui en sont les maîtres. Et si les Français... Ça, c'était avant ça. Ça a toujours été le cas, même aujourd'hui. Ça a toujours été le cas, même aujourd'hui. Mais me dire que les Français ignoraient ce qui se passait à Cotonou est quelque chose sur lequel je m'interroge encore. Et 2 semaines après les faits, on dispose quand même de quelques éléments. Ensuite, donc, à la conférence de presse tenue par le président béninois Patrice Talon, les rapports indiqueraient que voilà, Pascal Tigri, pardon, se serait réfugié dans un pays voisin. Il aurait réussi donc à quitter le Bénin en civil, justement, comme vous le rappeliez. Et donc, c'est des rumeurs aussi après qui ont accouru et qui ont cité quand même le Togo comme pays où Pascal Tigri se serait réfugié. Mais quelles sont les preuves de sa présence à Lomé, selon vous? Si tu permets une seconde, je veux quand même aborder un sujet par rapport à ce que M. Saha a dit tout à l'heure. On ne va pas revenir. On a fait appel à la CEDEAO. Le Nigeria, je rappelle, pour nos auditeurs, ceux qui nous suivent, que le Nigeria n'a pas la présidence tournante de la CEDEAO en cet instant, et que c'est la Sierra Leone qui a la présidence tournante, et que dans les cas d'extrême, on convoque une réunion extraordinaire des États membres de la CEDEAO pour prendre des décisions, ce qui n'a pas été le cas. Donc il faut voir pourquoi ça n'a pas été fait. Ça, c'est une interrogation extrêmement légaliste sur ces questions-là. Ma question, c'est une réalité. C'est une réalité, il faut s'interroger. Quand il y a le feu, c'est le Nigeria qui est présidente en ce moment de la CEDEAO. Mon frère, il y a le feu, on ne se demande pas d'où vient l'eau. Quand il y a 15 pays, on doit concerter les 15 pays. Et dans le temps, la CEDEAO nous a habitués à des réunions extraordinaires. Ce qui n'a pas été le cas. Donc il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est derrière. Et l'Élysée nous avait dit... Ces questions ont été débattues tout de même. L'Élysée nous avait dit qu'on a contacté le Nigeria, puis en coordination avec Talon. Bon, maintenant, pour récapituler en précisant, le sommet ordinaire de la CEDEAO tenu donc le week-end dernier a largement abordé ces questions. Le Bénin était donc à l'ordre du jour. Donc on suppose qu'en interne, les chefs d'État se sont accordés donc sur une feuille de route pour justement sortir le Bénin de cette situation. Ce qui nous intéresse aujourd'hui le plus, c'est donc de savoir où Pascal Tigri a pu trouver refuge, mais surtout comprendre pourquoi les pays de l'AES, également le Togo, ont été cités dans cette affaire. Bon. Allez-y. Quelles sont les preuves de sa présence à Lomé? Et avant lui, Léandre Ngoubeti, qui est le porte-parole du gouvernement, avait affirmé qu'il ne sait pas où se trouve le fugitif. Et la dernière fois... Mais des éléments indiqueraient qu'il serait dans un pays voisin. Et la dernière fois, Patrice Talon dit qu'il serait dans un pays voisin. L'intéressé, dans une interview qu'on lui accordait, disait qu'il est toujours au Bénin. Et qu'il n'a jamais quitté le territoire. Et qui dit vrai, qui dit faux. Jeune Afrique a ajouté encore une couche. La dernière fois en disant que le fugitif a quitté le Togo à bord d'un aéronef ou bien d'un avion d'Ebomaf. Direction Niamey. Direction Niamey. Vous voyez qu'il y a un flou kafkaïen tout autour de cette affaire-là. Mais ce que je sais, c'est que on ne peut pas laisser un tel fugitif avec les moyens de renseignement. Donc, vous avez dit tout à l'heure, M. Sosa, que la France est au courant, les services de renseignement français sont au courant de tout ce qui se passe dans nos pays. Mais comment on a pu laisser un tel fugitif qu'on recherchait, comment on a pu laisser partir, fuir le Bénin? Et Patrice Talon, je le disais tantôt, nous disait qu'il est sorti du camp en civil à bord d'un véhicule. Donc, il sait ça. Pourquoi on n'a pas interpellé ce véhicule-là? Donc, si les services français ont pu laisser échapper un tel personnage fugitif,
qu'on suppose être l'auteur d'un coup d'État, on devrait l'interpeller pour qu'il réponde de ses Alors également, le président précise qu'ils oui. ont contacté les pays présumés où ils se seraient réfugiés oui. et que le maintenant, Bénin serait dans Togo, l'attente donc que ces pays collaborent pour l'extradition de Pascal Tigri. Donc, quand on parle du Togo, je vais terminer ce que je disais. Quand on parle du Togo, vous savez que le Bénin et le Togo n'ont jamais été de très bons amis depuis l'avènement de Talon au pouvoir. Or, qu'est-ce qui a fait revenir Talon au Bénin? C'est le Togo, via l'intermédiaire de Faure Gnassingbé, qui a joué les médiations entre Yahi Boni et Talon, avec l'aide de l'ancien ministre Ricky Amadougou du Bénin. Ils se sont retrouvés en Côte d'Ivoire, où ils ont fait la paix. Et c'est ce qui a permis qu'ils reviennent au pays. Mais le Togo a été remercié à monnaie de singe dans cette histoire. Et c'est tout trouvé. Quand je sais que Maître Ossa ne m'aime pas, et quelque chose arrive dans ma maison. Vous le prenez un exemple. Non, je dis pas le cas. Oui, non, c'est pas le cas, bien sûr. C'est un exemple. Oui, Merci, c'est un exemple. merci de Quand préciser. je sais que Maître Ossa ne m'aime pas, or, c'est quelqu'un avec qui je m'entendais bien, qui ne m'aime plus, et qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma maison, mais la plaisir est vite trouvée. C'est Maître Ossa. C'est ce qui est le cas où on dit que c'est au Bénin, et c'est le Togo qui est. Mais rappelons également un fait qui est très important dans cette histoire. Ce que Talon a toujours fait. On est venu au Togo ici. Les encagoulés de Talon, du président Talon, sont venus au Togo ici kidnapper Siva Moussou, un activiste, pour le ramener précipitamment au Bénin. Est-ce que le Togo était d'accord sur ça? Pourquoi Patrice Talon n'a pas appelé le Togo dans ce cas? Donc il faut savoir qu'il y a une longue histoire. Et deuxième exemple pour terminer là-dessus, mais j'ai mon collègue, comme la Hugues Sosopé, avec qui je dîne souvent à Lomé. Il a été pris dans un traquenard, il a quitté Lomé, il s'est réfugié au Togo. Il a quitté Lomé pour Abidjan. Il a été pris dans un traquenard. On a affrété un avion spécial pour un journaliste. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a ramené au Bénin. Donc, dire que le fugitif est au Bénin, c'est vite trouvé. Et puis après, on a spéculé, il doit être au Burkina. Alors, justement, il doit être au Niger, il doit être au Mali. Maître le Bénin Sosa, sait où se trouve actuellement, Talon sait où se trouve son fugitif. peut-être ou peut-être pas. Maître Mais il Sosa, le sait. Lomé cité n'a pas réagi. Le Burkina a également été cité. Non, le Togo a réagi. Le Togo a réagi. Le Togo a réagi en disant qu'il n'est pas au courant si le fugitif est au Togo ou pas. Le Togo a réagi officiellement. Alors, finalement, tous les pays ont réagi. C'est quand même drôle. Le Togo, le Burkina, peut-être vous le êtes en train Niger, de je ne sais dire pas le encore. Togo a réagi en démentant. Qu'est-ce que le Togo en sait? S'il est sur le territoire togolais, dites-moi, attendez. On a accusé le Togo officiellement. Mais non. Donc, si moi, par exemple, je quitte le Togo, je vais Alors, ayez merci l'élégance beaucoup. de laisser le Je débat pense, se dérouler. Parce que tout à l'heure, je vous ai Maître parlé. Sosa, on va vous écouter également sur la question. C'est un peu drôle. Le Togo a dit il ne sait pas. Mais il y a beaucoup de gens qui sont recherchés par la police togolaise, qui sont sur le territoire togolais qu'on ne retrouve pas. Donc on ne va pas me dire que quand il s'agit de Pascal Tigri, alors on a des loupes spéciales pour voir et localiser où il se trouve. Donc ça, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Parce que quand il s'agit d'affaires d'État, je ne veux pas qu'on vienne à des considérations aussi Justement, triviales. c'est une affaire d'État, donc le Togo doit savoir s'il est là ou pas. Non, mais vous savez, Alors, merci ce beaucoup. débat ne sera On pas va intéressant si vous m'interrompez à chaque fois. Merci beaucoup de laisser la parole à Maître Sosa, s'il vous plaît. C'est pour Allez-y, ça Maître. qu'on débat. Hein. Allez-y, Mais allez-y, non, mais pas en Maître. coupant la parole systématiquement. Ah, Bien sûr, allez-y, c'est très allez-y, inconfortable. Non, maintenant, s'agissant des autres pays qui démentent, c'est-à-dire que venir dire qu'il s'est enfui, il est chez vous, forcément, ça a une portée politique que vous avez essayé tout à l'heure de décrypter. Mais je ne veux pas rentrer dans ce genre de débat, parce que nous sommes en présence d'une affaire grave, dans laquelle des gens sont morts, dans laquelle il y a une atteinte grave à l'intégrité d'un pays, un complot contre un État voisin, et dire aussi légèrement que la personne se trouve dans tel ou tel pays alors qu'on n'en sait rien, est une attitude que je trouve difficilement défendable. Donc restons sereins. Si les services secrets béninois sont assez performants et qu'ils bénéficient de la coopération nécessaire de par leurs voisins, on saura un jour où ils se trouvent quand on aura mis la main dessus. Mais en attendant, le débat n'est pas là. La question est de savoir, entre-temps, qui sont les gens que l'on a arrêtés dans le sillage de Pascal Tigri. Et quand vous disiez tout à l'heure, avec, à mon avis, beaucoup d'assurance, qu'on savait qu'il était dans un véhicule, je n'ai pas eu la même lecture de l'intervention de la conférence de presse du président Talon, qui a dit qu'ils ont été obligés de laisser partir certains fugitifs pour ne pas faire de carnage. Et que l'instruction a été donnée de ne pas tirer sur quelqu'un qui a réussi à s'échapper. Et il n'a jamais dit qu'il s'agissait de Pascal Tigri. Bon, donc là-dessus aussi, je voudrais qu'on soit assez prudent pour ne pas donner à croire que Talon a vu Tigri très fugitif rapidement, et l'a laissé fuir. Non.
très rapidement, je reste avec vous, Maître Sosa, pour la prochaine question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, peut-être pendant la pause. Mais là, à l'antenne, moi, je reste avec vous pour la prochaine question. Toujours dans les éléments d'enquête, donc une trentaine de suspects ont été arrêtés dans l'affaire. Mais que sait-on de l'implication de l'unité que dirigeait Pascal Tikri dans ce complot? Oui, justement. Alors, il faut bien se rendre compte d'une chose. La réaction du reste de l'armée est quand même un signal assez fort. Parce que la garde nationale a joué son rôle et le président Talon est sauf. Le problème dans un coup d'État, c'est qu'à chaque fois qu'il survient, il y a un problème dans la rupture du commandement militaire. Et cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné parce que le commandement militaire est resté efficace, solidaire et opérationnel. C'est la raison pour laquelle on a déjoué le coup d'État. Bon, maintenant, il y en a qui le regrettent. Bon, mais je suis parmi ceux qui disent que, heureusement, on a une armée qui a démontré son efficacité, qui a joué son rôle, et dont tous les corps ont été à un moment donné appelés à intervenir, sont intervenus, parfois avec l'aide de forces étrangères, pour rétablir l'ordre républicain. Ça, c'est la chose dont je me félicite principalement. Alors, la trentaine de personnes ont été présentées à un procureur et ont été écrouées, mais quelle est la suite de l'événement sur le plan, justement, il y en aura du droit? d'autres. Il y aura des suites judiciaires, parce que quand il se passe un événement comme ça, forcément, c'est pas... Le groupuscule de 8 personnes qu'on nous a présenté s'est avéré être plus d'une légion. Donc, finalement, on se dit qu'il y a eu un problème au sein de l'armée béninoise, et ce problème interroge. Pourquoi et comment, dans l'armée béninoise, qui est l'une des armées les plus républicaines et les plus disciplinées d'Afrique francophone, on a finalement un coup d'État? C'est une question d'une violence qui interpelle, et je pense que tout homme politique sérieux doit se demander comment est-ce que ce genre de choses se produit dans un pays où on a quand même une démocratie à l'œuvre. Avant de partir donc à la pause, on va quand même aborder cet aspect de la situation aussi qui quand même semble très préoccupante. Ce sont des événements qui se déroulent à la veille des élections générales au Bénin. Déjà en janvier, les législatives, la présidentielle en avril. Quelle lecture en faites-vous? Vraiment être très succinct. Je me rends compte aujourd'hui que je me retrouve... Vous ne revenez plus sur les questions déjà débattues. Oui. Je me rends compte que je me retrouve en face d'un avocat. Et vous êtes journaliste, oui. Donc. Je me rends compte que je me retrouve en face d'un avocat. Et les avocats ont cette habileté d'échapper rapidement à ce qui est intéressant. Pas de caricature, s'il vous plaît. Non, je ne fais pas de caricature. Nous sommes dimanche, nous avons des téléspectateurs qui ont besoin d'être informés. Informons-les. Et éclairés surtout. Hein. Merci de partager avec nous vos analyses. Ce qu'on fait, c'est qu'on laisse, on débat pour que le téléspectateur aussi fasse son jugement, fasse son idée. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, on serait sur ce plateau que je serais toujours d'accord avec Maître Sosa, ou bien Maître Sosa sera toujours d'accord avec moi que le débat ne sera pas intéressant. Mais il faut interroger ce qui... Parce que c'est le fond du problème. Pourquoi il y a eu ce coup d'État? On n'en a pas débattu. Vous le savez, vous? Alors, non. Mais ce que je voulais dire, c'est parce qu'il y a des précédents. Il y a des précédents. Lesquels? Au Bénin? Lesquels? Mais au Bénin, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 1990 et tous les présidents successifs, il n'y a jamais eu autant d'arrestations politiques, autant d'emprisonnements politiques, autant d'exilés politiques, autant d'activistes recherchés, autant de journalistes mis en prison que sous les 10 ans de Patrice Talon. Et donc, c'est un signal pour faire un coup d'État. Mais le Bénin a habitué l'Afrique et le monde entier avec cette élégance-là démocratique, où les gens pouvaient s'exprimer librement. Et on a connu, par exemple, sous l'ère Yahya Boni, toutes les vacheries possibles. Mais Yahya Boni n'a jamais enfermé qui que ce soit. Mais depuis que Talon a pris le pouvoir en 2016, tous les prisonniers politiques sont Talon a pris le pouvoir et justement tend vers la fin de son mandat. Ma question donc était relative à ces élections à venir dans le pays. Avec ces événements qui se produisent donc à la veille de ces élections, quelle analyse en fait en matière de stabilité du pays? C'est l'analyse que j'en fais. D'abord, il y a le protocole additionnel de la CEDEAO qui dit ceci, qu'aucun pays membre ne devrait changer de constitution à 6 mois d'une élection présidentielle. Et la grande question qu'on doit se poser sur ce plateau est de savoir pourquoi à 5 mois de son mandat, le président Talon... Le code électoral, pas de constitution. Le président Talon juge. Le code électoral, pas de constitution. Soit, mais tout est changé au Bénin. Pourquoi Talon juge utile alors, à 5 mois de son départ du pouvoir, de changer de constitution? En résumé, le successeur. Analyse sociale, en résumé, pour vous, le timing pose problème. Maître Sosa, sur la même question. Oui, on peut questionner ce timing, mais ça c'est le tempo politicien d'un pouvoir qui décide du calendrier d'un changement constitutionnel pour lequel j'ai des réserves. Mais admettons que si on demande mon avis, ce n'est que sur un plateau de télévision,
Donc je donne mon avis en tant que chroniqueur ou débatteur d'un plateau de télé. Mais on peut pérorer ici autant qu'on veut. Les questions politiques, quand il s'agit d'États indépendants et souverains, ne sont pas de notre ressort. Et les raisons pour lesquelles ils l'ont fait sous ce calendrier-là, seule l'histoire nous le dira. Mais, Oui, cela étant, bon, on peut trouver que c'est inopportun. Mais justement, parlant toujours de calendrier, le scrutin d'avril, surtout la présidentielle, est dans toutes les têtes. Mais ce coup de force risque-t-il de justifier, selon vous, un report ou un état d'urgence prolongé dans le pays? Mais on se perd en conjecture et je répondrai que tout est possible. Tout est possible. Pour vous, analyse ça? Non, ce qu'il y a, c'est que le président Talon actuellement ne peut plus se déjuger. Il a promis aux Béninois, à la communauté internationale, qu'il y aura les élections. Si, d'aventure, on reporte les élections, tout le monde saura que depuis 2016, Talon ne veut plus quitter le pouvoir. Et l'opposition dénonce déjà un espace politique restreint. Vous touchiez un peu du doigt cette question. Mais cette tentative de putsch va-t-elle durcir les règles du jeu électoral au Bénin? Je discutais hier avec un confrère béninois, très populaire, un bon journaliste politique, qui me disait que si on ne sait pas faire, il n'y aura pas d'élection. Et que ce n'est pas l'opposition. Tout est possible. Ce n'est pas l'opposition qui sera à la base de cela, mais le pouvoir en place, à partir de l'enfumage qu'on a vu à travers ce coup d'État. Mais le président a réaffirmé qu'il passerait la main à un point également. Il passera la main comment? Il faut lire l'article 113 de la nouvelle constitution béninoise qui donne tous les pouvoirs au président du Sénat. Est-ce que ce scénario pourrait changer encore la donne à ce niveau-là, la stratégie de sécession mise en place par Comme le l'a dit président? M. Sosa, tout est possible. Mais moi, je n'ai pas eu... Talon, je l'ai défendu quand il était arrivé pour son premier quinquennat. C'est quelqu'un que j'ai toujours défendu dans mes analyses, sur mes canaux de communication. Mais dès lors qu'en 2019, il a tout fait pour écarter les adversaires sérieux, et en 2021, pour écarter encore les adversaires sérieux de la présidentielle, à partir de ce moment, je me suis dit, on tend vers une dérive dictatoriale. Et mes soupçons se sont confirmés.